Bienvenue chez Audible. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Les éditions Télème présentent un enregistrement intégral de « Parfois je mens » de Alice Finney, lu par Corinne Kempa. À mon Daniel et à elle. Je m'appelle Amber Reynolds. Il y a 3 choses que vous devez savoir à mon sujet. 1. Je suis dans le coma. 2. Mon mari ne m'aime plus. 3. Parfois je mens. Aujourd'hui. Lendemain de Noël, décembre 2016. J'ai toujours adoré ce moment de flottement entre veille et sommeil, ces précieuses secondes de demi-conscience précédant le réveil où l'on se surprend à prendre ses rêves pour la réalité. Un instant d'intense plaisir ou d'intense douleur, avant que les sens redémarrent et nous disent précisément qui, où et ce que l'on est. Pour l'instant, pendant 1 seconde encore, je savoure l'illusion volontaire me permettant d'imaginer que je pourrais être n'importe qui, n'importe où, et que l'on pourrait m'aimer. Une lueur se dessine derrière mes paupières, et l'alliance de platine à mon doigt attire mon attention. Elle paraît plus lourde que d'habitude. J'ai l'impression qu'elle m'accable. Un drap dont je ne reconnais pas l'odeur recouvre mon corps, et j'envisage la possibilité d'être à l'hôtel. Tout souvenir de mes rêves s'évanouit. J'essaie de m'y accrocher, d'être quelqu'un que je ne suis pas, de rester là où je ne suis pas. En vain. Je ne suis jamais que moi-même, et je suis ici, là où je sais déjà que je n'ai pas envie d'être. J'ai les membres douloureux, et je suis si lasse que je n'ai aucune envie d'ouvrir les yeux, jusqu'à ce que je me rappelle que j'en suis incapable. La panique m'envahit telle une bourrasque d'air glacial. Je ne sais plus où je suis, comment je suis arrivée là, mais je sais qui je suis. Je m'appelle Amber Reynolds. J'ai 35 ans. Je suis la femme de Paul. Je répète ces 3 informations mentalement, m'y-accroche comme à une planche de salut sans oublier que l'histoire est tronquée, les dernières pages arrachées. Dès que les souvenirs sont aussi complets que possible, je les enfouis dans ma tête jusqu'à ce qu'ils se taisent et me laissent réfléchir, sentir, essayer de trouver un sens à tout cela. Un souvenir récalcitrant à se soumettre s'efforce de remonter à la surface, mais je refuse d'y croire. Le bruit d'une machine s'insinue dans ma conscience, me prive de mes dernières parcelles d'espoir, me prive de tout, hormis la fâcheuse certitude d'être hospitalisée. Il flotte un relent de désinfectants écœurant. Je hais les hôpitaux. La mort et les regrets tardifs y sont chez eux, et ce n'est certainement pas le genre d'endroit où j'irai de mon plein gré, encore moins pour y séjourner. Il y avait des gens ici tout à l'heure, des inconnus. Je m'en souviens maintenant. Ils ont employé un mot que j'ai refusé d'entendre. Je me rappelle le tapage, le ton qui montait et la peur, la mienne en particulier. Je lutte pour exhumer autre chose, mais la mémoire me fait défaut. Il s'est passé quelque chose de très grave, même si je ne sais plus quoi ni quand cela s'est produit. Pourquoi n'est-il pas là ? Il peut être risqué de poser une question dont on connaît déjà la réponse. Il ne m'aime pas. Je retiens ce détail pour plus tard. Une porte s'ouvre, des pas résonnent, le silence revient, mais il est gâché, souillé. Je sens une odeur de cigarette froide. Un stylo gratte sur du papier à ma droite. Quelqu'un tousse à ma gauche. Et soudain j'ai conscience qu'il y a 2 personnes. Des inconnus dans le noir. J'ai plus froid qu'avant, et me sens toute petite. Je n'ai jamais connu de terreur pareille à celle qui s'empare de moi maintenant. J'aimerais que quelqu'un dise quelque chose. « Qui est-ce » demande une femme. « Aucune idée, la pauvre, quel gâchis » répond une autre. J'aurais préféré qu'elle n'ait rien dit du tout. Je me mets à crier. « Je m'appelle Amber Reynolds. Je suis présentatrice radio. Comment se fait-il que vous ne me connaissiez pas ?» J'ai beau hurler les mêmes phrases en boucle, elle m'ignore, car vue de l'extérieur, je suis muette. Vue de l'extérieur, je ne suis personne, et n'ai pas de nom. Je veux me voir à travers leurs regards. Je veux m'asseoir sur mon lit, tendre la main, les toucher.
Je veux retrouver mes sensations. Un contact humain, un contact physique. Poser des milliers de questions. Je crois que les réponses ne me font pas peur. Les deux femmes se sont servies du mot d'avant, elles aussi, celui que je refuse d'entendre. Quand elles sortent en refermant la porte derrière elles, le mot s'attarde, de sorte que nous nous retrouvons en tête-à-tête et qu'il me devient impossible de l'ignorer. Je ne peux ni ouvrir les yeux, ni bouger, ni parler. Le mot remonte à la surface en bouillonnant, éclate comme une bulle au contact de l'air, et je sais qu'il correspond à la réalité. Coma. Alors, une semaine plus tôt, lundi 19 décembre 2016. Dans l'obscurité de l'aube, je descends l'escalier sur la pointe des pieds en prenant soin de ne pas le réveiller. Tout est à sa place et pourtant je suis sûre qu'il manque quelque chose. J'enfile mon épais manteau pour me prémunir du froid et me dirige vers la cuisine pour entamer mon rituel. Je commence par la porte de derrière, appuie plusieurs fois sur la poignée pour vérifier qu'elle est bien verrouillée. 1, 2, 3 fois. Puis, coup de plié, je me campe devant l'impressionnante cuisinière à gaz comme un chef d'orchestre avant le début d'un concert. Mes doigts adoptent la position familière, l'index et le majeur posés sur le pouce. Je murmure pour moi-même en contrôlant que tous les brûleurs sont éteints, tous les boutons à 0. Alors que j'effectue 3 vérifications complètes, mes ongles s'entrechoquent, message en morse que je suis seule à pouvoir déchiffrer. Après m'être assurée que tout est en ordre et qu'il n'y a aucun danger, je m'apprête à sortir et m'attarde un instant sur le seuil, en me demandant s'il va falloir que je fasse demi-tour pour tout recommencer. Il y a des jours comme ça. Mais non, pas ce matin. Je marche à pas de loup sur le plancher grinçant jusqu'à l'entrée, prends mon sac dont j'inspecte le contenu. Téléphone, porte-monnaie, clé. Je le referme, l'ouvre, revérifie. Téléphone, porte-monnaie, clé. Je contrôle une 3e fois en chemin vers la porte d'entrée. J'observe une pause et suis choquée en croisant le regard de la femme dans le miroir. J'ai du mal à reconnaître la jolie fille que j'ai dû être autrefois. Mon visage est une palette contrastée de clair et d'obscur. De longs cils encadrent mes grands yeux verts, désormais soulignés de cernes tristes et surmontés d'épais sourcils bruns. La toile pâle de ma peau se tend sur mes pommettes. Ma chevelure est si brune qu'elle en est presque noire. Des mèches raides tombent sur mes épaules, faute d'inspiration. Je les ébouriffe du bout des doigts avant de me faire une queue de cheval, dégage mon visage grâce à l'élastique que je portais au poignet. J'écarte les lèvres, m'apprête à parler, pousse finalement un soupir. C'est un visage radiogénique qui me considère. Je me souviens de l'heure, le train ne m'attendra pas. Je pars sans dire au revoir, ce qui n'importe guère, je suppose. J'éteins, sors et vérifie 3 fois que la porte d'entrée est verrouillée avant de descendre d'un pas énergique, l'allée éclairée par la lune. Malgré l'heure matinale, je suis déjà en retard. Madeleine doit déjà être au bureau. Les journaux ont déjà été lus, pillés de toute histoire intéressante. Les producteurs ont dû décortiquer les quotidiens avant que la présentatrice se mette à les harceler en s'égosillant pour obtenir d'eux les meilleures questions en vue de l'émission de ce matin. Les taxis ramassent déjà des invités aussi enthousiastes que mal préparés, qu'ils largueront sur le trottoir devant le studio. Bien que les matins se suivent et ne se ressemblent pas, la routine s'est installée. Cela fait 6 mois que j'ai rejoint l'équipe de Coffee Morning, et les choses ne se passent pas comme prévu. Beaucoup doivent estimer que j'ai un boulot de rêve, mais les cauchemars sont des rêves, eux aussi. Je m'arrête dans le hall, le temps d'acheter 2 cafés pour une collègue et moi, et monte l'escalier de pierre jusqu'au 5e. Je n'aime pas les ascenseurs. Je plaque un sourire sur mes lèvres avant d'entrer dans le bureau et me rappelle que c'est ce que je fais de mieux. Adapter ma personnalité à mon entourage. Je peux être Amber la copine, Amber l'épouse, mais là, il est temps de devenir Amber de Coffee Morning. Je peux interpréter tous ces rôles que la vie me propose d'incarner. Je connais toutes mes répliques. Je répète depuis très longtemps. Le soleil est à peine levé, mais comme prévu, la petite équipe à majorité féminine est déjà au complet. 3 productrices au teint frais qui carburent à la caféine et à l'ambition
sont penchés sur leur bureau. Entourées de piles de livres, de vieux scripts et de tasses vides, elles pianotent sur leur clavier comme si la vie de leur chat en dépendait. Dans l'angle, au fond de la pièce, la lampe de Madeleine luit dans son bureau privatif. Je m'assieds à ma place et allume l'ordinateur en rendant à mes collègues leur sourire chaleureux et leurs salutations. Les gens ne sont pas des miroirs. Ils ne vous voient pas tel que vous voyez. Madeleine en est à sa 4e assistante cette année. Personne ne fait long feu avant qu'elle les jette. Je ne veux pas d'un bureau privatif. Je n'ai pas besoin d'une assistante. J'aime être assise ici au milieu du groupe. Le siège voisin du mien est vide. Bizarre que Jo ne soit pas encore arrivé à cette heure-ci. Cela ne lui ressemble pas. Pourvu que tout aille bien. Le café que je lui ai acheté refroidit. Je me persuade donc de l'apporter à Madeleine. En gage de réconciliation, disons. J'hésite devant la porte ouverte, tel un vampire qui attend qu'on l'invite à entrer. Elle a un bureau rikiki, pas plus grand qu'un placard aménagé, tout ça parce qu'elle refuse de se mêler au reste de l'équipe. Des photos d'elle en compagnie de célébrités tapissent le moindre millimètre de fausses cloisons, et une petite étagère croulant sous les récompenses trône derrière sa table de travail. Elle ne lève pas les yeux. Je considère sa vilaine coupe courte, les racines grises qui pointent sous les mèches noires hérissées. Ses doubles et triples mentons dégoulinent l'un sur l'autre, tandis que par chance, sa tenue noire informe dissimule le reste de ses bourrelets. La lampe éclaire le clavier au-dessus duquel planent ses doigts chargés de bagues. Je sais qu'elle me voit. « J'ai pensé qu'un café pourrait vous faire du bien, dis-je, déçu par la simplicité de ma remarque, vu le temps qu'il m'a fallu pour trouver quelque chose à dire. « Posez-le sur le bureau, » répond-elle sans quitter l'écran des yeux. Inutile de me remercier. Un petit chauffage d'appoint crachote dans un coin, diffusant un courant d'air chaud à l'odeur de brûlé qui s'enroule autour de mes jambes et me cloue sur place. Je me surprends à fixer du regard le grain de beauté sur sa joue. Il m'arrive parfois de me focaliser sur le défaut d'une personne et d'oublier un instant qu'elle me voit regarder ce qu'elle préférait me cacher. Je me risque à lui poser une question. « Vous avez passé un bon week-end » ? Je ne suis pas encore prête à faire la conversation, me rabroute-t-elle. Je la laisse donc tranquille. De retour à mon bureau, je feuillette la pile de courriers qui s'est accumulée depuis vendredi. 2 ou 3 romans épouvantables que je ne lirai jamais, des lettres de fans, l'invitation à un gala de bienfaisance retient mon attention. Je sirote mon café en rêvant à ce que je pourrais bien porter et qui pourrait m'accompagner si j'y assistais. Je devrais m'engager davantage dans l'action caritative, franchement. J'ai l'impression de ne jamais en avoir le temps, voilà tout. En plus d'être la voix de Coffee Morning, Madeleine est l'ambassadrice de Crisis Child. Sa complicité avec la principale association caritative d'aide à l'enfance du pays m'a toujours laissé perplexe, étant donné qu'elle déteste les gamins et n'en a jamais eu. Elle n'est même pas mariée. Bien qu'elle soit complètement seule dans la vie, elle n'en souffre pas. Une fois le courrier trié, je passe en revue les fiches pour l'émission de ce matin. Quelques notions de base ne nuisent pas. Je ne trouve pas mon stylo rouge et me dirige donc vers l'armoire à fournitures de bureau. On l'a réapprovisionné. Je jette un coup d'œil par-dessus mon épaule avant de revenir à la pile bien nette de papeterie. Je prends une poignée de post-it, me remplis les poches de stylo rouge. Je ne m'arrête que lorsque la boîte est vide. Je ne touche pas aux autres couleurs. Personne ne me prête attention quand je regagne ma place. Personne ne me voit vider mon butin dans mon tiroir que je ferme à clé. Juste au moment où je commence à craindre que ma seule copine de boulot soit absente aujourd'hui, Jo entre, sourire aux lèvres. Elle porte son uniforme habituel, jean bleu et haut blanc. On la croirait tout droit sortie des années 1990. Les bottines qu'elle prétend détester sont éculées et ses cheveux blonds humides de pluie. Elle s'assied à la table voisine, en face des autres productrices. « Désolée pour le retard », chuchote-t-elle. Personne d'autre ne la remarque. C'est Matthew, le réalisateur de l'émission, qui arrive en dernier. Cela n'a rien d'exceptionnel. Les coutures de son pantalon en toile skinny qu'il porte bas sur les hanches pour contenir sa bedaine sont mises à rude épreuve. Un peu trop court pour ses jambes d'échalas.
Il laisse deviner des chaussettes colorées, enfoncées dans ses chaussures marron luisantes. Sans un bonjour, il se dirige droit vers sa minuscule table près de la fenêtre. Pourquoi une équipe de femmes produisant une émission pour les femmes est-elle chapeautée par un homme ? Cela me dépasse. Néanmoins, Matthew a pris un risque en m'embauchant quand mon prédécesseur est parti sans crier gare. Je devrais donc lui être reconnaissante, je suppose. « Matthew, pouvez-vous passer me voir puisque vous êtes enfin là ?» lui crie Madeleine depuis l'autre bout de la pièce. Et lui qui croyait que sa matinée ne pouvait pas plus mal commencer, chuchote Joe. Ça tient toujours pour le pot après le boulot ? J'acquiesce, soulagée qu'elle ne se volatilise pas tout de suite après l'émission encore une fois. Matthew attrape ses notes et rejoint d'un pas pressé le bureau de l'animatrice. Les pans de son manteau tapent à l'œil, lui battant encore les flancs, comme prêt à s'envoler. Quelques instants plus tard, il ressort comme un ouragan, écarlate, énervé. Joe me tire de mes pensées. « Nous ferions mieux de rejoindre le studio », conseille-t-elle. Bonne idée, vu que le direct commence dans 10 minutes. Je vais voir si Sa Majesté est prête, dis-je, ravie de voir que j'ai amusé Joe. Je croise le regard de Matthew, qui hausse un sourcil parfaitement dessiné, l'air réprobateur. J'aurais mieux fait de me taire. Alors que le compte à rebours défile, tout le monde s'installe. Madeleine et moi nous dirigeons vers le studio pour prendre nos places attitrées sur une scène centrale plongée dans la pénombre. On nous observe à travers une gigantesque baie vitrée, du haut de la galerie, tels deux animaux d'espèces différentes enfermés par erreur dans le même enclos. Joe est assise parmi les autres productrices dans la régie illuminée, une pièce bruyante, équipée de quantités de boutons multicolores d'aspect terriblement compliqué, étant donné la simplicité de notre travail, parler à des gens et faire semblant d'adorer ça. Par contraste, il règne un silence gênant dans le studio mal éclairé. Il n'est meublé que d'une table, de quelques chaises équipées de 2 ou 3 micros. Assises dans l'obscurité, Madeleine et moi nous ignorons sans mot dire, en attendant que le signal du direct passe au rouge et que s'ouvre le premier acte. Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle édition de Coffee Morning en ce lundi matin. Je suis Madeleine Frost. Tout à l'heure dans notre émission, nous recevrons l'auteur à succès E.B. Knight. Mais en attendant, nous parlerons du nombre croissant de femmes qui font bouillir la marmite. Et pour notre rubrique Paroles d'auditeurs, n'hésitez pas à nous apporter votre témoignage sur les amis imaginaires. En aviez-vous un enfant ? C'est peut-être encore le cas. Sa voix radiophonique si familière m'apaise, et je passe en pilote automatique en attendant d'intervenir. Paul est-il réveillé ? Il n'est pas lui-même ces derniers temps. Il reste tard dans son abri de jardin, se couche juste avant que je me lève, quand il se couche. Il aime appeler l'abri de jardin sa dépendance. J'aime appeler un chat un chat. Nous avons passé la soirée avec E.B. Knight une fois, quand le premier roman de Paul a commencé à bien marcher. C'était il y a plus de 5 ans, peu après notre rencontre. J'étais journaliste à la télé à ce moment-là, sur une chaîne locale, rien d'exceptionnel. Cela dit, contrairement à la radio, voir votre image à l'écran vous force à soigner votre apparence. J'étais mince à l'époque. Je ne savais pas cuisiner. Je n'avais personne pour qui le faire avant Paul, m'imposais rarement l'effort pour moi seule, et en outre, j'étais trop débordée. Mes reportages concernaient essentiellement les nids de poules ou le vol de plomb sur les toits des églises. Mais un jour, par un heureux hasard, notre journaliste People est tombé malade, et je suis allée interviewer à sa place un nouveau crack de la littérature. Je n'avais même pas lu son roman. J'avais la gueule de bois, et cela me contrariait de faire le boulot de quelqu'un d'autre à sa place. Pourtant, tout a changé quand il est entré dans la pièce. L'éditeur de Paul avait loué une suite au Ritz pour l'occasion. On aurait dit une scène de théâtre, et je me faisais l'effet d'une actrice qui ne savait pas son texte. J'avais l'impression d'être dépassée par les événements jusqu'à ce qu'il s'installe en face de moi. Là, je me suis rendu compte qu'il était encore plus nerveux que moi. C'était sa première interview télévisée et par miracle, j'ai réussi à le mettre à l'aise. Quand il m'a demandé ma carte à la fin de l'entretien, je n'en ai pas fait grand cas, mais de retour vers la voiture, mon caméraman a pris un malin plaisir à me faire remarquer à quel point le courant était bien passé entre nous. Je me suis sentie comme une collégienne quand il m'a appelée ce soir-là.
Nous avons bavardé avec naturel, comme si nous nous connaissions déjà. Il m'a appris qu'il devait assister à une remise de prix littéraire une semaine plus tard, et qu'il n'avait pas de cavalière. Étais-je libre ? Je l'étais. Assis à la table de E.B. Knight ce soir-là, nous avons eu le sentiment de dîner avec une légende vivante, et, pour un premier rendez-vous, cela avait été tout à fait mémorable. Elle s'était montrée charmante, intelligente, pleine d'esprit. J'ai eu hâte de la revoir dès que j'ai su qu'elle était invitée à l'émission. « Ravie de vous voir », dis-je, quand la productrice l'a fait entrer dans le studio. « Ravie de vous rencontrer, moi aussi », répond-elle en s'asseyant. Pas l'ombre d'un souvenir, preuve de mon insignifiance. Ses cheveux blancs coupés au carré si caractéristiques encadrent son visage menu d'octogénaire. Elle est impeccable. Même ses rides sont nettement disposées. Bien qu'elle ait l'air de s'être un peu empâtée, elle reste vive d'esprit. Les joues roses de blush, elle jette des regards furtifs, promène ses yeux bleus attentifs et pleins de sagesse à la ronde, avant de se fixer sur le but de sa visite. Elle adresse un sourire chaleureux à Madeleine, à croire qu'elle rencontre une de ses héroïnes. Il arrive que les invités soient subjugués. Cela ne me dérange pas en réalité. Après l'émission, nous nous traînons tous dans la salle de réunion pour le débriefing. Nous nous asseyons en attendant Madeleine, et le silence s'abat sur la pièce à son arrivée. Matthew commence à passer les sujets en revue, les tops et les flops. Madeleine fait la tête, son rictus lui donne l'air constipé. Le reste de l'équipe se tait, et je laisse mon esprit vagabonder. Les étoiles dans le ciel, Madeleine fronce les sourcils. Brillent, brillent, comme elles sont belles. Elle pousse une exclamation réprobatrice, lève les yeux au ciel. Une à une, elles s'allument. Quand Madeleine est enfin à court de critiques tacites, l'équipe se lève et sort en file indienne. Pour bien éclairer la lune. « Amber, je peux vous dire un mot ?» m'interpelle Matthew, qui me tire de ma rêverie. Si j'en crois le ton de sa voix, je n'ai pas le choix. Il ferme la porte de la salle de réunion et je me rassieds en guettant chez lui un indice. Comme d'habitude, son visage est impénétrable, dénué d'émotion. Sa mère pourrait être morte, qu'on ne le devinerait jamais. Il prend un biscuit dans le plat que l'on tient à la disposition des invités et m'incite à en faire autant. Je décline d'un signe de tête. Quand il veut dire quelque chose, il prend toujours des chemins détournés. Il se fend d'un sourire, a tôt fait de se lasser et croque plutôt son biscuit. 2 ou 3 miettes tombent sur ses lèvres fines qui s'ouvrent et se ferment souvent lorsqu'il cherche ses mots, lui donnant l'air d'un poisson rouge. « Bien, je peux vous faire la causette, vous demander comment vous allez, faire comme si la réponse m'intéressait, ou aller droit au but, » dit-il. L'angoisse me serre l'estomac. « Allez-y, » dis-je, tout en souhaitant le contraire. « Comment ça se passe avec Madeleine en ce moment ?» demande-t-il en prenant une 2e bouchée. « Rien de nouveau, elle me déteste, » dis-je, sans réfléchir. À moi d'arborer le sourire factice, sans arracher l'étiquette pour pouvoir le rendre quand je n'en aurai plus besoin. « Oh oui, c'est vrai, et c'est problématique, » acquiesce Matthew. Contre toute attente, sa réponse me surprend. « Je sais qu'elle ne vous a pas rendu la vie facile quand vous avez intégré l'équipe, mais ça a été compliqué pour elle aussi de s'habituer à votre présence. Cette tension entre vous n'a pas l'air de s'atténuer. Si vous croyez qu'elle passe inaperçue, vous vous méprenez. Il est crucial pour l'émission et pour le reste de l'équipe que le courant passe entre vous. » Il me dévisage en attendant une réponse que je suis incapable de lui donner. « Pensez-vous pouvoir améliorer votre relation avec elle ? » Eh bien, je peux essayer, je suppose. Bien. Je n'ai mesuré qu'aujourd'hui à quel point la situation la rend malheureuse. Elle m'a posé un ultimatum. Il observe une pause et s'éclaircit la voix avant de poursuivre. Elle veut que je vous remplace. J'attends la suite, mais rien ne vient. Sa remarque reste en suspens, tandis que je m'efforce de l'interpréter. Vous me virez ? Non, proteste-t-il, mais ses traits disent le contraire alors qu'il réfléchit à ce qu'il va dire. Ses mains jointes en pointe ressemblent à une pyramide couleur chair ou à une prière tiède. Pas encore, du moins.
Je vous donne jusqu'au nouvel an pour renverser la vapeur. Je suis navré que tout ça arrive juste avant Noël, Amber. » Il décroise péniblement ses longues jambes avant de reculer aussi loin de moi que sa chaise le lui permet. Il grimace de dégoût en attendant ma réponse. Que répondre? Parfois, je crois qu'il vaut mieux ne rien dire du tout. On ne peut pas déformer les propos de quelqu'un qui se tait. « Vous êtes génial, nous vous adorons. Mais vous devez comprendre que Madeleine incarne Coffee Morning. Elle présente l'émission depuis 20 ans. Désolé, mais si je dois choisir entre vous deux, j'ai les mains liées. » Aujourd'hui. Lendemain de Noël, décembre 2016. J'essaie de deviner où je me trouve. Je ne suis pas dans une salle commune à l'hôpital. L'ambiance est trop calme pour cela. Je ne suis pas à la morgue. Je sens que je respire. J'éprouve une légère douleur dans la poitrine dès que mes poumons se gonflent péniblement d'oxygène. La seule chose que j'entends, c'est le ronronnement sourd d'une machine qui bipe à mon chevet, impassible. Bizarrement, c'est réconfortant. Elle est ma seule compagnie dans un univers intangible. Je commence à compter les bips, à les accumuler mentalement, de crainte qu'ils ne se taisent sans que je sache ce que cela signifie. J'en conclus que je me trouve dans une chambre individuelle. Je m'imagine, confinée dans ma cellule stérile. Le temps ruisselle lentement le long des 4 murs, forme des flaques boueuses et croupit dont le niveau montera lentement avant de m'engloutir. Jusque-là, j'existe dans un espace infini où illusion et réalité se confondent. Je ne fais rien d'autre en ce moment qu'exister et attendre. Attendre quoi? Je l'ignore. Réinitialisée, je suis redevenue un être vivant plus qu'un être agissant. Alors que je reste immobile, silencieuse, confinée, la vie continue au-delà de ces murs invisibles. Bien réelle, la douleur physique s'impose à mes sens. Quelle est la gravité de mes blessures? Un étau se resserre autour de mon crâne, qui palpite au rythme de mon cœur. Je commence à passer mon corps en revue de la tête aux pieds. Cherche à poser un diagnostic qui expliquerait ma présence ici. Ma bouche est ouverte de force. Un objet repose entre mes lèvres, mes dents, repousse ma langue, s'enfonce dans ma gorge. Mon corps me semble bizarrement étranger, comme s'il appartenait à une autre. Tout est là pourtant, jusqu'à mes pieds et mes orteils. En les sentant tous les 10, j'éprouve un immense soulagement. Mon corps et mon esprit sont intacts. Il faut juste que l'on me rallume. Je me demande de quoi j'ai l'air, si quelqu'un m'a brossé les cheveux ou lavé le visage. Je ne suis pas coquette. Je préfère être entendue qu'être vue, et si j'avais le choix, je passerais complètement inaperçue. Je ne suis rien de spécial. Rien à voir avec elle. Je suis plus une ombre, en réalité. Une sale petite tache. Malgré ma peur, mon instinct de survie me souffle que je vais m'en sortir. Tout ira bien, parce que je n'ai pas le choix. Et parce que je m'en sors toujours. Une porte s'ouvre et des pas s'approchent du lit. Des gestes se dessinent en ombre chinoise derrière ma vision voilée. 2 personnes sont là. Je sens leur parfum bon marché et leur lac. Mais leurs paroles m'échappent encore. Pour l'instant, je n'entends que du bruit. J'ai l'impression de visionner un film étranger sans sous-titres. L'une des personnes sort mon bras gauche de sous les draps. C'est une sensation bizarre, comme lorsqu'enfant, on fait semblant de ne plus avoir de force dans les membres. Au contact de ses doigts sur ma peau, j'ai un frisson intérieur. Je n'aime pas que des inconnus me touchent. Je n'aime pas les contacts physiques, même les siens. C'est fini. L'inconnu place quelque chose en haut de mon bras gauche, et quand cela me comprime la chair, je comprends que c'est un élastique. Elle repose délicatement mon bras et contourne le lit. La deuxième infirmière, car ce sont des infirmières, je suppose, est debout au pied de mon lit. J'entends un bruissement de papier feuilleté par des doigts curieux et imagine que, si elle ne lit pas un roman, elle doit consulter mon dossier médical. Les bruits se précisent. « Dernier dossier à rendre, et tu peux mettre les voiles. »
Qu'est-ce qui lui est arrivé à celle-là ? Demande la femme la plus proche de moi. On l'a amenée tard hier soir. Un accident, répond l'autre qui s'active en parlant. Mais si on laissait entrer un peu de lumière ici, voyons si l'on ne peut pas égayer un peu l'atmosphère. J'entends le grattement de rideaux qui s'ouvrent avec réticence et me trouve baignée par une obscurité, un ton moins glauque. Puis sans crier gare, quelque chose de pointu me pique le bras. C'est une sensation étrange et la douleur me fait sombrer en moi. Un liquide froid nage sous ma peau, s'insinue dans mon corps jusqu'à ce qu'il fasse partie de mon être. Les voix me font reprendre pied. « A-t-on prévenu le plus proche parent ?» demande l'infirmière qui semble la plus âgée. « Elle est mariée. On a essayé de contacter le conjoint plusieurs fois. Les appels sont tombés directement sur la boîte vocale, » répond l'autre. « Le jour de Noël, il a dû remarquer la disparition de sa femme quand même. » Le jour de Noël. J'explore ma bibliothèque de souvenirs où de trop nombreuses étagères sont vides. Je ne me rappelle pas la fête. Nous passons la journée avec ma famille en général. Pourquoi n'y a-t-il personne à mon chevet ? J'ai la bouche atrocement sèche et un goût de sang séché sur la langue. Je ferais n'importe quoi pour un peu d'eau. Comment attirer l'attention des infirmières ? Je concentre toutes mes forces sur ma bouche. J'essaie d'arrondir les lèvres pour ouvrir une brèche, aussi minuscule soit-elle, dans le silence assourdissant. En vain. Je suis un fantôme prisonnier de mon corps. Bon je rentre chez moi si ça te va. À plus tard. Donne le bonjour à Jeff. Une radio résonne au loin. Quand la porte s'ouvre, je distingue une voix familière. Elle travaille à Coffee Morning au fait. On a trouvé son pass dans son sac à son arrivée ici, dit l'infirmière qui part. Ah bon ? Jamais entendu parler d'elle. Je ne suis pas sourde. La porte se referme, le silence revient et soudain, je suis ailleurs. Je ne suis plus là. Je crie sans bruit dans les ténèbres qui m'ont englouti. Que m'est-il arrivé ? Malgré mes cris intérieurs, vues de l'extérieur, je suis muette et parfaitement inerte. Dans la vie, on me paie pour parler à la radio. Mais maintenant, je suis réduite au silence. Maintenant, je ne suis rien. Mes pensées tourbillonnent dans l'obscurité jusqu'à ce que, en s'ouvrant, la porte mette un terme à mon balai mental. La deuxième infirmière doit me quitter elle aussi, et j'ai envie de crier, de la supplier de rester, d'expliquer que je suis juste un peu égarée au fond du terrier et que j'ai besoin d'aide pour en sortir. Mais elle reste. Quelqu'un d'autre est entré dans la chambre. Je sens son odeur. Je l'entends pleurer et devine la terreur qui l'envahit quand il pose les yeux sur moi. Si tu savais comme je suis navrée, Amber. Je suis là à présent. Il me serre la main un peu trop fort. C'est moi qui me suis perdue. Il m'a perdue il y a des années. Et aujourd'hui, je refuse que l'on me retrouve. L'infirmière sort de la chambre pour nous laisser tranquilles, ne pas empiéter sur notre intimité. Ou peut-être parce qu'elle perçoit le malaise ambiant. C'est que quelque chose cloche. Je ne veux pas qu'elle s'en aille. Qu'elle me laisse seule avec lui. Pourquoi ? Je l'ignore. Tu m'entends ? Réveille-toi, s'il te plaît, répète-t-il sans cesse. Au son de sa voix, j'ai un mouvement de recul. L'étau m'en serre le crâne encore une fois, comme si un millier de doigts m'appuyaient sur les tempes. Je n'ai aucun souvenir de ce qui m'est arrivé, mais ce qui ne fait aucun doute, c'est que cet homme, mon mari, n'y est pas étranger. Alors, lundi 19 décembre 2016, après-midi. J'ai d'abord su gré à Matthew qu'il m'autorise à prendre le reste de la journée. Les membres de l'équipe étaient déjà partis déjeuner chacun de son côté, ce qui me permettait d'éviter les questions ou les fausses marques de sollicitude. Ce n'est que maintenant, alors que je brave les touristes et les chalands dans Oxford Street, tel un saumon remontant le courant, que je m'aperçois que c'était une décision égoïste. Aucun homme n'a envie de contempler le visage sillonné de larmes d'une femme en sachant qu'il est responsable de son chagrin. Bien que l'on soit en décembre, le ciel est bleu d'azur, le soleil se faufile entre les nuages embryonnaires
pour créer l'illusion d'une belle journée, sur fond de brume et de doute. Il faut que je prenne le temps de réfléchir, et c'est donc ce que je fais, au beau milieu de la rue bondée, à la grande contrariété des autres passants. Humbert ? Je lève les yeux vers le visage souriant d'un homme de haute taille, debout en face de moi. D'abord, je sèche, puis c'est le déclic, suivi d'un flot de souvenirs. Edward. Salut, comment tu vas ? Parviens-je à dire. Très bien, ça me fait tellement plaisir de te voir. Il m'embrasse sur la joue. Je devrais me moquer de mon apparence et pourtant, j'essaie de me cacher en serrant les bras autour de moi. Lui n'a quasiment pas changé. Bien que notre dernière rencontre remonte à une bonne dizaine d'années, il a à peine vieilli. Le teint hâlé, on dirait qu'il revient d'un pays chaud, et des mèches dorées ponctuent sa chevelure brune sans la moindre trace de gris. Il a l'air en excellente santé, propre sur lui, toujours particulièrement bien dans sa peau dorée. Ses vêtements paraissent neufs, luxueux, et je suppose qu'il porte un costume sur mesure sous son long manteau en laine. Le monde a toujours été un peu trop étroit pour lui. « Tu vas bien ?» me demande-t-il. Je me souviens que j'étais en train de pleurer. Je dois avoir une tête affreuse. « Oui ? Enfin, non. Je viens d'apprendre une mauvaise nouvelle, c'est tout. » Désolée de l'entendre. J'acquiesce et ne sais comment embrayer sur la conversation qui l'attend. Tout ce dont je semble capable de me souvenir, c'est à quel point je lui ai fait du mal. Je ne lui ai jamais vraiment expliqué pourquoi je devais cesser de le voir. Je me suis contentée de quitter son appartement un matin, d'ignorer ses appels et de couper les ponts avec lui. Il faisait ses études à Londres, comme moi. Je vivais encore chez mes parents à l'époque et m'invitais chez lui aussi souvent que possible jusqu'à notre rupture, après quoi je n'ai plus jamais remis les pieds. Je suis percutée par une femme qui compose un SMS en marchant. Agacée, elle semble me tenir pour responsable de son inattention. Le choc déloge des mots de leur cachette. « Tu passes les fêtes à Londres ?» « Oui, je viens d'y emménager avec ma petite amie. Nouveau boulot dans la capitale. » Mon soulagement cède vite la place à un autre sentiment. Bien sûr qu'il a tourné la page. Je me convainc que je suis contente pour lui et me force à esquisser un sourire dépité pour accompagner mon hochement de tête sans conviction. « Je vois bien que ce n'est pas le moment, » dit Edward. « Tiens, voici ma carte. Ce serait chouette de rattraper le temps perdu un de ces jours. Je suis en retard à un rendez-vous. Mais j'ai été ravie de te revoir, Amber. » Je prends la carte et tente un autre sourire. Il me touche l'épaule avant de disparaître dans la foule. Il avait hâte de décamper. Je rassemble les miettes de mon ego et enclenche le pilote automatique. Mes jambes me portent jusqu'à un petit bar d'Oxford Street que Paul et moi fréquentions au début de notre relation. Nous ne venons plus. D'ailleurs, qui sait depuis combien de temps nous ne sommes plus sortis. Contrairement à ce que j'espérais, la familiarité des lieux ne me rassure pas. Je commande un grand verre de vin rouge et me ferai un passage jusqu'à la seule table libre près de la cheminée. Il n'y a pas de pare-feu. Bien que j'ai envie de me réchauffer, je recule un peu la chaise. Je considère mon verre de Malbec et parviens à faire abstraction du chaos ambiant, caractéristique de la période. Je dois me faire aimer d'une femme qui n'aime personne, et j'espère trouver la solution au fond de mon verre, à condition de l'observer assez longtemps. Jusqu'ici, je suis bredouille. Je sirote mon vin. Il est bon. Les yeux clos, j'avale ma petite gorgée et savoure la sensation de l'alcool qui tapisse ma gorge. Quelle idiote! Alors que tout se passait bien, il a fallu que je tente le sort. J'aurais dû faire plus d'efforts avec Madeleine. J'aurais dû m'en tenir au plan. Je ne peux pas perdre ce travail, pas encore. Il doit y avoir une solution. Je ne suis pas convaincue de pouvoir la trouver seule, voilà tout. J'ai besoin d'elle. Regrettant cette pensée, je décide que ce dont j'ai besoin, c'est plutôt d'un deuxième verre. J'en commande un autre et en attendant d'être servie, je sors mon téléphone pour composer le numéro de Paul. J'aurais dû l'appeler tout de suite. Je ne sais pas pourquoi j'ai attendu. Il ne répond pas. Je réessaie. Rien. Juste sa boîte vocale. Je ne laisse pas de message. Je sirote une gorgée de vin,
J'en ai besoin pour m'anesthésier, mais il faut que j'y aille doucement. Je dois rester cohérente si je veux reprendre la situation en main. Ce que je vais faire parce que je n'ai pas le choix. Je devrais pouvoir gérer la situation seule, mais je n'y arrive pas. « Tu as commencé sans moi, je vois, » dit Jo, qui s'installe en déroulant l'écharpe d'une longueur ridicule qu'elle porte autour du cou. Son sourire s'évanouit dès qu'elle voit ma tête. « Qu'est-ce qui ne va pas ? Tu as une mine horrible. » « Tu n'es pas au courant ? » ?»« De quoi ? » ?»« De ma petite conversation avec Matthew. » « D'où le moral dans les chaussettes, » dit-elle en consultant la carte des vins. « Je crois que je vais perdre mon boulot. » Jo me dévisage l'air inquisiteur. « C'est quoi ces conneries ?» Madeleine lui a posé un ultimatum. C'est elle ou moi. « Il t'a dit que t'étais virée, comme ça ?» Pas encore. J'ai jusqu'au nouvel an pour la faire changer d'avis. Alors fais-le. Comment ? Je sais pas. Mais ils n'ont pas le droit de te faire ça. Mon contrat expire en janvier. Ils peuvent se contenter de ne pas le renouveler sans que cela fasse de vagues. Je n'aurai aucun argument valable à leur opposer. En outre, cela leur laisse le temps de trouver une remplaçante pendant la trêve des confiseurs. Jo digère tout ce que je viens de lui dire, et je vois bien qu'elle en est arrivée à la conclusion à laquelle je suis parvenue, il y a déjà quelques heures. « Tu es un véritable aimant à problème, hein ? » Je l'ai dans le baba, c'est ça ? Pas encore. On va trouver une solution. Mais d'abord, il va nous falloir plus de vin. Puis-je avoir un autre verre de Malbec, s'il vous plaît ? Dis-je au serveur qui passe par là. Je ne peux pas perdre ce travail, Jo. Ça n'arrivera pas. Je n'ai pas eu le temps de finir tout ce que j'avais à faire. Le serveur, qui rôde encore dans les parages, me lance un regard inquiet. Je souris. Il hoche poliment la tête et va chercher ma commande. Je jette un coup d'œil à la ronde. À en juger par les regards braqués sur moi, je parle trop fort. Cela m'arrive parfois quand je suis lasse ou ivre. Je dois être plus discrète. Dès que l'on m'apporte mon verre, Jo me conseille de prendre de quoi noter dans mon sac. Quand elle m'ordonne d'écrire « Projet Madeleine » en capitale rouge en haut d'une page vierge, je lui obéis. Je souligne même le titre. Jo est le genre de fille qui aime tout noter. C'est une habitude qui peut coûter cher si l'on n'est pas prudent. Elle considère le bloc-notes et je bois une autre gorgée de vin en savourant la sensation de chaleur qui se répand dans mon corps. Je souris et Jo m'adresse un grand sourire en retour. Nous avons eu la même idée en même temps, comme si souvent. Elle me dicte et je griffonne avec frénésie en m'efforçant de suivre son rythme. C'est une bonne idée. Elle se croit invulnérable. Madeleine Frost incarne Coffee Morning, résume Jo, qui n'a pas touché à son verre. C'est exactement ce que dit Matthew. Ce pourrait être le nouveau jingle de l'émission, dis-je en me trouvant spirituelle. Jo reste de marbre. Certes, mais elle ignore comment s'est passé ton entretien avec Matthew. Peut-être faut-il lui faire croire que la chaîne en a assez de ses caprices et que c'est elle qui va se faire virer. Les patrons ne feraient jamais ça. En est-elle sûre ? Personne n'est plus irremplaçable de nos jours, et je commence à croire que l'idée risque de germer à condition de planter assez de graines. Elle ne serait rien sans ce boulot. C'est toute sa vie, c'est tout ce qu'elle a. D'accord, mais comment ? Le temps est compté, dis-je, sans pouvoir m'empêcher de fondre en larmes. Ce n'est rien. Pleure si ça te soulage, évacue. Tu as de la chance. Tu es jolie quand tu pleures. Je ne suis jamais jolie. Pourquoi dis-tu ça ? Tu es magnifique. Tu pourrais faire un effort, certes. Je te remercie. Désolée, c'est la vérité. Sans maquillage, tu n'as pas l'air pâle et mystérieuse. Juste pâle. Tu as une jolie silhouette. Seulement, on dirait que tu essaies toujours de te cacher sous les mêmes frusques. C'est le cas. Arrête alors. Elle a raison. Je ne suis pas présentable. Je repense à la rencontre avec Edward. Il a dû se dire qu'il avait échappé belle. Je viens de tomber par hasard sur un ex dans Oxford Street, dis-je en guettant la réaction de Jo. Lequel ? Inutile de me parler comme ça. Je n'en ai pas tant que ça. Plus que moi, c'était qui ? Peu importe, je me suis sentie tellement mal fagotée, tellement minable. J'aurais préféré qu'il ne me voie pas comme ça, c'est tout. Qu'est-ce que ça peut faire ? Dans l'immédiat, tu dois te concentrer sur ce qui compte. Va t'acheter une nouvelle garde-robe,
quelques robes neuves, quelques paires de chaussures à talons, et n'oublie pas le maquillage tant que tu es. Demain, il faut que tu aies l'air très heureuse et confiante. Paie avec ta carte de crédit. Madeleine savait qu'il te parlerait aujourd'hui. Elle doit donc s'attendre à te voir bouleversée. Peut-être même à ce que tu te fasses porter pâle. Mais elle se trompe. Nous allons lancer quelques rumeurs sur les réseaux sociaux. Nous allons prendre le contrôle de la situation. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Oui, je le sais. Alors, va faire les magasins avant de rentrer chez toi. Couche-toi de bonne heure et demain, va bosser avec ta silhouette de rêve et ton air le plus serein. J'obéis. Vide mon verre et règle l'addition. Jusqu'ici, je me suis toujours appliquée à colorier ma vie sans déborder les contours. Mais aujourd'hui, je suis prête à me montrer un peu moins scrupuleuse. Avant de sortir du bar, j'arrache la page griffonnée de mon bloc-notes, la chiffonne, la jette au feu, la regarde roussir et se consumer. Aujourd'hui, lendemain de Noël, décembre 2016, soirée. Lorsque je commence à tomber, j'oublie d'avoir peur, trop préoccupée par la ressemblance entre la main qui m'a poussée et la mienne. Mes pires peurs m'accompagnent pourtant dans les profondeurs obscures qui s'ouvrent sous mes pieds. Cette main familière, maintenant fermement plaquée sur ma bouche, m'empêche de crier. Réduite au silence, j'étouffe. Quand la terreur me tire de mon cauchemar récurrent, c'est pour mieux m'éveiller dans un autre. En dépit de tous mes efforts, de ma terrible curiosité, je ne me rappelle toujours pas ce qui m'est arrivé. Il y a des allées et venues, une cacophonie de murmures, des bruits et des odeurs bizarres. Des silhouettes informes s'attardent au-dessus de moi et m'environnent comme si submergée j'étais engloutie par mes propres erreurs. J'ai parfois l'impression d'être allongée au fond d'un étang vaseux, écrasée par le poids du liquide malpropre qui m'emplit de secrets et de crasse. Par moments, il me semble que je serais soulagée de me noyer, d'en finir. Personne ne me voit ici, au fond. Cela dit, j'ai toujours été du genre invisible. Tandis que je demeure parfaitement immobile au cœur des ténèbres, le nouveau monde qui m'entoure tourne au ralenti, juste hors de ma portée. Je parviens parfois à refaire surface, juste assez longtemps pour me concentrer sur les bruits, pour les accélérer de sorte qu'ils redeviennent intelligibles, comme en ce moment par exemple. J'entends le bruit d'une page que l'on tourne, sans doute l'un de ces romans policiers idiots dont il est si friand. Les autres vont et viennent, mais ils restent près de moi. Je ne suis plus seule. Je me demande pourquoi il n'a pas posé le livre pour se ruer à mon chevet, maintenant que je suis réveillée. Avant de me rappeler que, à ses yeux, je dors encore. Rien n'a changé. J'ai perdu la notion du temps. Ce pourrait être le jour comme la nuit. Je suis un cadavre vivant et muet. Une porte s'ouvre. On entre. Bonjour, monsieur Reynolds. Vous ne devriez vraiment pas être là à une heure aussi tardive. Mais je suppose que l'on peut faire une exception pour cette fois. J'étais là quand on a amené votre femme à l'hôpital hier soir. Hier soir? J'ai l'impression d'être là depuis des jours. La voix du médecin me dit quelque chose, ce qui n'est pas étonnant, je suppose, s'il me soigne. J'imagine à quoi il ressemble. Je vois un homme sérieux, aux yeux las, au front inquiet, parcouru d'un entrelacs de rides creusées par toute la tristesse dont il a dû être témoin. J'imagine sa blouse blanche avant de me rappeler que les médecins n'en portent plus de nos jours, qu'il ressemble à monsieur et madame tout-le-monde. Et l'image s'évanouit. Paul laisse tomber son livre et tâtonne comme un idiot. Les professionnels de santé l'ont toujours intimidé. Je parie qu'il se lève pour lui serrer la main. En fait, j'en suis sûre. Pas besoin de le voir pour connaître son comportement. Je peux prédire ses moindres gestes. « Voulez-vous que l'on jette un coup d'œil à votre main ?» demande le médecin. Qu'est-ce qui ne va pas? Non, ça va. C'est un sacré hématome que vous avez là. Vous êtes sûr? Cela ne vous dérange pas? C'est moins grave que ça en a l'air, merci. Savez-vous combien de temps elle va rester comme ça? Je n'obtiens aucune réponse. Paul a une drôle de voix fluette et étranglée. C'est très difficile à dire à ce stade. Votre femme a subi des blessures assez graves au cours de l'accident.
Et je décroche un moment alors que ces paroles ne cessent de résonner dans ma tête. J'ai beau me creuser la cervelle, aucun souvenir d'un accident. Je n'ai même pas de voiture. Vous dites avoir été présente lors de son admission à l'hôpital. Était-elle accompagnée? Y a-t-il eu d'autres blessés, je veux dire? Pas que je sache, non. Elle était donc seule? Aucun autre véhicule n'a été impliqué dans la collision. Il m'est difficile de vous poser la question, mais le corps de votre femme porte certaines marques. En connaissez-vous l'origine? Quelles marques? Elles sont dues à l'accident, je suppose. Je n'ai rien remarqué. Je vois. Votre femme a-t-elle déjà tenté de se faire du mal? Bien sûr que non. Ce n'est pas son genre. Quel genre de femme suis-je donc, Paul? S'il faisait un peu plus attention à moi, il le saurait peut-être. Vous avez dit qu'elle était contrariée à son départ de la maison hier. Savez-vous pourquoi? Demande le médecin. Rien de spécial, c'était difficile au travail ces derniers temps. Et à la maison, tout allait bien? Un silence gêné s'installe entre nous trois, jusqu'à ce que la voix de Paul le rompe. Sera-t-elle la même à son réveil? Se souviendra-t-elle de tout? De quoi craint-il donc que je me souvienne? La question m'obnubile tant que je rate presque la réponse du médecin. Il est trop tôt pour savoir si elle se remettra complètement. Ses blessures sont très sérieuses. Elle ne portait pas de ceinture de sécurité. Je porte toujours ma ceinture de sécurité. Elle devait rouler assez vite pour passer à travers le pare-brise et elle a reçu un violent coup à la tête au moment de l'impact. Elle a de la chance d'être encore là. De la chance? La seule chose à faire, c'est devoir venir au jour le jour. Mais elle va se réveiller, n'est-ce pas? Je suis désolée. Peut-on contacter un proche qui viendrait vous épauler? Un parent, un ami? Non, je n'ai qu'elle. À ces mots, je fonds. Ça n'a pas toujours été vrai. Quand nous nous sommes rencontrés, sa popularité était telle que tout le monde se l'arrachait. Son premier roman venait de remporter un succès fulgurant. Paul déteste que j'en parle ainsi. Il dit toujours que ce succès fulgurant était l'aboutissement de 10 ans de travail. Cela n'a pas duré. La lune de miel a continué un moment avant que tout s'écroule. Son inspiration s'est tarie. Les mots ne venaient plus. Son succès l'a brisé, et son échec a brisé notre couple. La porte se referme. Suis-je de nouveau seule? J'entends alors un léger cliquetis et imagine Paul en train d'envoyer un SMS. L'image tremblote un peu, et je m'aperçois que je ne me rappelle pas l'avoir déjà vu envoyer de SMS à quiconque. À part moi, les seules autres personnes dans sa vie aujourd'hui sont sa mère, qui ne communique que par de rares coups de fil quand elle a besoin de quelque chose, et son agent, qui a tendance à lui écrire des mails maintenant qu'ils n'ont plus grand-chose à se dire. Paul et moi échangeons des SMS, mais je n'assiste pas à ses envois. Je l'ai pensé tellement fort qu'il m'a entendu. Je leur ai dit où tu étais. Il soupire et s'approche un peu du lit. Il doit parler de ma famille. Je n'ai pas beaucoup d'amis. Un inexplicable frisson me parcourt l'échine alors que le silence s'abat encore une fois sur nous. J'éprouve une pointe de tristesse en pensant à mes parents. Paul a dû essayer de les contacter, mais ils sont difficilement joignables ces derniers temps, car ils voyagent beaucoup. Nous passons parfois des semaines sans nous donner de nouvelles, même si ce n'est pas toujours lié à leur déplacement à l'étranger. Quand viendront-ils? Ou plutôt viendront-ils tout court? Je ne suis pas leur enfant préféré. Je suis la fille qu'ils ont toujours eue. Sale garce, dit Paul. Sa voix est méconnaissable. Les pieds de la chaise frottent contre le sol. Les ombres qui dansent sur mes paupières s'obscurcissent et je sais qu'il se tient juste au-dessus de moi. Une fois encore, j'éprouve une forte envie de crier, et c'est ce que je fais. Il ne se passe rien. Son visage est si proche du mien que je sens son souffle chaud sur mon cou lorsqu'il chuchote à mon oreille. « Accroche-toi !» Que signifient ces mots? Aucune idée. Soudain, la porte s'ouvre et je suis sauvée. Oh, bon sang, Amber! Ma sœur Claire vient d'arriver. Tu ne devrais pas être là, dit Paul. Bien sûr que si. Tu aurais dû m'appeler plus tôt. Je regrette en fait de t'avoir appelé. Le conflit qui oppose les deux ombres qui planent au-dessus de moi me semble incompréhensible.
Claire et Paul se sont toujours bien entendus. « Eh bien, je suis là maintenant. Que s'est-il passé ?» dit-elle en s'approchant du lit. « On l'a trouvée à quelques kilomètres de la maison. La voiture est bonne pour la casse. »« Rien à foutre de ta putain de bagnole !»« Je ne conduis jamais la voiture de Paul. Je ne conduis jamais. »« Ça va aller, Amber, dit Claire en me prenant la main. Je suis là maintenant. » Ses doigts glacés s'enroulent autour des miens, et cela me fait penser à quand nous étions jeunes. Elle aimait que l'on se tienne par la main. Pas moi. « Elle ne peut pas t'entendre, elle est dans le coma, » dit Paul sur un ton étrangement satisfait. « Dans le coma ? Tu es fière de toi ? Je sais que tu es bouleversée, mais je n'y suis pour rien. » « Tu es sûre ? J'ai pensé que tu avais le droit de savoir, mais tu n'es pas la bienvenue ici. » Les pensées se bousculent dans ma tête. Je ne comprends rien à ce qui se dit. J'ai l'impression d'évoluer dans un univers parallèle où ceux qui m'entourent sont un mystère pour moi. « Qu'est-ce que tu t'es fait à la main ?» demande Claire. « Qu'est-ce qu'il a donc à la main ?»« Rien. »« Tu devrais la faire examiner par un médecin. » »« Pas la peine. » La pièce que je ne peux pas voir commence à tournoyer. Je lutte pour ne pas sombrer, mais l'eau qui tourbillonne autour et à l'intérieur de moi m'entraîne au cœur des ténèbres. « Paul, je t'en prie, c'est ma sœur. » Elle m'a prévenu que je ne devais pas te faire confiance. Tu es ridicule. Ah oui ? Le silence est encore plus pesant qu'avant. « Sors d'ici. Paul ! Dehors !» crie-t-il catégorique. Les chaussures à talons de ma sœur s'éloignent, la porte s'ouvre, se referme, et je me retrouve seule avec un homme qui, même s'il a la voix de mon mari, se comporte comme un étranger. Alors, lundi 19 décembre 2016, soirée. Je descends du train et longe la rue de banlieue paisible, menant à la maison et à Paul. Je ne suis toujours pas convaincue qu'il y ait quelque chose à faire pour sauver mon poste, mais je gagnerai peut-être assez de temps grâce à mon stratagème pour faire ce que j'ai à faire. Je ne vais rien dire à Paul, pas encore. Je n'en aurai peut-être jamais besoin. Des boulots, j'en ai perdu d'autres depuis que nous sommes ensemble. Ma carrière de journaliste télé a connu une fin brutale il y a 2 ans, quand le réalisateur de mon émission a voulu faire ami-ami avec moi une fois de trop. Il aimait prendre les choses en main. Un soir, il m'a ploté les fesses, et le lendemain, quelqu'un a rayé sa BMW dans le parking des employés. Il a cru que c'était moi. Et je ne suis plus jamais passée à l'antenne. Je ne me suis plus jamais fait peloter non plus. J'ai démissionné avant qu'il ne trouve une excuse pour me virer. Quel soulagement, franchement, je détestais passer à la télé. Paul était effondré, il appréciait cette fille-là, il l'aimait. Et désormais, il m'avait tout le temps dans les pattes, à la maison. Je n'étais plus celle qu'il avait épousée. J'étais au chômage, je ne portais plus les mêmes tenues, et je n'avais plus rien à raconter. L'année dernière, à un mariage, nos voisins de table ont voulu savoir ce que je faisais dans la vie. Paul m'a devancée. Rien. Il mettait plus bas que terre celle qu'il avait portée au nu. Ma présence, d'après lui, l'empêchait d'écrire. Il s'est donc fait construire un cabanon luxueux au fond du jardin pour pouvoir faire comme si je n'étais pas là. Quand Claire a repéré l'offre d'emploi dans l'émission Coffee Morning, il y a 6 mois, elle me l'a transmise en me suggérant de postuler. Contre toute attente, j'ai décroché le poste. Je titube le long de l'allée et cherche mes clés à tâtons dans mon sac. À ma grande surprise, des notes de musique et des éclats de rire proviennent de la maison. Paul n'est pas seul. Je me souviens qu'il n'a pas répondu quand j'ai essayé de le joindre cet après-midi et qu'il ne s'est pas donné la peine de me rappeler. D'une main tremblante, j'ouvre la porte d'entrée. Il rit, assis sur le canapé, Paul à sa place habituelle, Claire à la mienne. Une bouteille de vin presque vide et 2 verres composent une nature morte d'une affligeante banalité sur la table, devant eux. Elle n'aime même pas le vin rouge. Devant leur mine choquée, j'ai l'impression d'être une intruse dans ma propre maison. « Salut, sœurette, comment vas-tu ?» dit Claire en se levant pour m'embrasser sur les 2 joues. Son jean de créateur hyper moulant découvre de petits pieds aux ongles vernis.
Son haut blanc près du corps se révèle un peu plus suggestif que nécessaire quand elle se lève. Je ne le reconnais pas. Il doit être neuf. À voir sa tenue, on pourrait croire que nous sommes encore jeunes, que les hommes nous reluquent encore. Moi, je n'ai rien remarqué. Ses longs cheveux blonds, passés au lisseur, sont raides comme des baguettes et coincés derrière ses oreilles. On dirait qu'elle porte un serre-tête invisible. Chez elle, tout est impeccable, soigné, maîtrisé. Nous sommes aux antipodes l'une de l'autre. Elle me colle d'un peu trop près en attendant ma réaction. Son parfum s'immisce dans mes narines, ma gorge. Je sens son goût sur ma langue. Familier mais dangereux. Doucereux. « Je croyais que tu sortais après le travail ce soir, » dit Paul sans se lever. Il plisse légèrement les yeux à la vue des sacs de course où mes nouvelles tenues pliées avec soin sont enveloppées dans du papier de soie. Muette, je le mets au défi de faire une remarque. C'est mon argent, je l'ai gagné. Je le dépense comme je veux. En posant les sacs, je remarque les profondes marques rouges que leurs anses ont creusées dans mes doigts. « J'ai eu un imprévu. Je ne savais pas que tu venais, » dis-je à Claire. « Tout va bien ?» Je ne suis pas dupe. « Oui, David travaille tard encore une fois. Je suis passée te voir pour papoter entre filles. J'avais oublié que, contrairement à moi, tu as une vie sociale. » Elle en fait des tonnes, m'adresse un rictus presque douloureux. « Où sont les enfants ?» Son sourire s'évanouit. « Chez une voisine, tout va bien. Je ne les laisse qu'à des personnes de confiance. » Elle se tourne vers Paul, qui regarde par terre. Elle a les lèvres tachées de vin, les joues un peu rouges. Elle n'a jamais su tenir l'alcool. C'est alors que je vois passer dans son regard l'éclair de menace que je reconnais. Elle sait que je l'ai remarqué, que je n'ai pas oublié ce qu'il signifie. « Je ferais mieux d'y aller. Il est plus tard que je pensais, » dit-elle. « Je t'aurais bien invité à rester, mais j'ai besoin de parler à mon mari. » Je voulais dire Paul, mais mon inconscient a jugé bon de changer la réplique. « Bien sûr. Bon, eh bien, à la prochaine. J'espère que tout va bien au boulot. » Elle ramasse son sac et son manteau et laisse son verre à moitié plein sur la table. Dès que la porte se referme, les regrets me submergent. Je sais que je devrais la rattraper, m'excuser pour qu'elle sache que je l'aime encore et que tout va bien entre nous. Je m'en abstiens pourtant. « Bonjour le malaise, » observe Paul. Il n'obtient aucune réaction de ma part, pas même un regard. Sans réfléchir, je ferme plutôt la porte d'entrée à double tour, ramasse le verre de Claire et l'emporte dans la cuisine. Paul me suit et se poste sur le seuil pendant que je vide le liquide écarlate dans l'évier. J'ouvre le robinet pour laver les éclaboussures rouge foncé qui maculent la faïence blanche. En effet, ça m'a fait drôle de trouver mon mari et ma sœur en pleine soirée intime. J'ai la voix pâteuse. Le vin que j'ai bu tout à l'heure a laissé des traces. Vu son expression, Paul me trouve ridicule. Jalouse, les deux sans doute. Ce n'est pas ça. J'ai peur de ce que signifie ce tête-à-tête. Elle devait savoir que je ne serais pas là. J'en mettrai ma main au feu. Elle avait dû prévoir son coup puisqu'elle avait fourgué les gamins à la voisine. Je ne peux pas l'expliquer à Paul, il ne me croirait pas. Il ne la connaît pas comme je la connais. Il ne sait pas de quoi elle est capable. Ne sois pas ridicule. Je parlais de ta façon de congédier ta sœur. Elle est passée te voir, elle est vraiment déprimée. Eh bien, elle devrait peut-être téléphoner avant. Justement, elle a cherché à te joindre plusieurs fois. Tu ne l'as jamais rappelée. C'est vrai, Claire m'a appelé 2 fois aujourd'hui. La première pendant mon entretien avec Matthew, on aurait dit qu'elle sentait que quelque chose n'allait pas. Je me tourne vers Paul, mais les mots me manquent. À cet instant précis, tout m'agace chez lui. Il est encore séduisant, bien que certains aspects de la vie qu'il a choisie aient fait de lui un homme las, usé, telle une pièce d'argent rutilante ternie par les années. Il est trop mince, sa peau n'a pas vu le soleil depuis des lustres, et ses cheveux sont trop longs pour un homme de son âge. Mais il faut dire qu'il n'est jamais devenu adulte. Je vois à la crispation de sa mâchoire qu'il est en colère contre moi, et sans trop savoir pourquoi cela m'excite. Nous n'avons pas fait l'amour depuis des mois, depuis notre anniversaire de mariage. Voilà peut-être ce qui nous attend à l'avenir,
Une gâterie une fois par an. Je me tourne vers la gazinière, mes doigts adoptent la position habituelle. Dire que je me cachais autrefois. Ça m'est bien égal qu'il me voie désormais. « Il s'est passé quelque chose au travail aujourd'hui ?» demande-t-il. Je ne réponds pas. « Qu'est-ce que tu fais encore là-bas ? Ça me dépasse. » Je n'ai pas le choix. Pourquoi ? Nous n'avons pas besoin d'argent. Tu pourrais essayer de retrouver un poste à la télé. Une chape de silence s'abat sur la conversation, étouffe les mots auxquels nous pensons systématiquement sans jamais les prononcer. La radio a tué sa vedette du petit écran. Le regard toujours rivé à la gazinière, je me mets à compter tout bas. « Tu peux arrêter ça, c'est dingue !» s'emporte-t-il. Je l'ignore et poursuis mon rituel. Je sens qu'il me dévisage. Les roues de l'autobus tournent. Ces derniers temps, j'ai l'impression que nous n'arrêtons pas de nous disputer. Tourne. Puis je m'efforce de maintenir la cohésion de notre couple, plus il se délite. Tourne. Je ne suis pas du genre à pleurer. J'exprime ma tristesse autrement. Les roues de l'autobus tournent. J'aimerais pouvoir lui dire la vérité. Toute la journée. Un souvenir d'enfant se réveille dans ma tête. Je préférerais qu'il se rendorme. « Tu vas bien ?» me demande Paul en approchant enfin. « Non !» dis-je dans un murmure, et je le laisse m'enlacer. C'est la vérité, mais pas l'entière vérité. Avant. Lundi 16 septembre 1991. Cher journal, j'ai passé une journée intéressante. J'ai fait ma rentrée dans une nouvelle école. En soi, ce n'est pas très captivant. Ça m'arrive souvent, mais aujourd'hui, j'ai eu l'impression que c'était différent, que ça marcherait peut-être cette fois-ci. Mon nouveau professeur principal a l'air gentil. C'est une dame. Quand maman va la rencontrer, je parie qu'elle dira « Madame McDonald aime bien manger, n'est-ce pas ?» Maman répète souvent ce genre de choses. C'est sa façon à elle de dire que quelqu'un est trop gros. D'après elle, il est important d'être à son avantage, parce que les gens nous jugent sur les apparences, même s'ils ne le devraient pas. Madame McDonald est plus âgée que maman, mais plus jeune que mamie. Elle m'a présentée à la classe sans en faire tout un plat, contrairement aux autres profs, et m'a demandé de m'installer. Il n'y avait qu'une table libre au fond de la classe, et c'est là que je me suis assise. Pour un premier jour d'école, ça s'est plutôt bien passé. Maman a dit que nous allions rester cette fois, c'est sûr, mais ce n'est pas la première fois qu'elle le dit. Mes camarades lisent le journal d'une fille appelée Anne Frank. Je n'ai pas raté grand-chose apparemment parce qu'ils viennent à peine de commencer. J'ai suivi sur le livre de ma voisine. Elle m'a dit de l'appeler Taylor, qui est en fait son nom de famille, pas son prénom, mais peu importe. J'ai remarqué les traces de craie sur son blazer et je sais déjà que c'est une de ces gamines que les autres n'aiment pas. En guise de devoir, nous devons tenir notre journal pendant une semaine, un peu comme Anne Frank, à part qu'elle a tenu le sien pendant beaucoup plus longtemps. Ce qu'il y a de mieux dans cet exercice, c'est que nous ne sommes même pas obligés de rendre notre travail, parce que d'après Madame McDonald, on ne devrait jamais montrer son journal intime à personne. J'ai hésité à ne rien faire du tout. Personne n'en saurait rien. Mais comme maman et papa se disputent encore en bas, autant tenter le coup. Je ne crois pas que mon journal sera aussi passionnant que celui d'Anne Frank. Je ne suis pas quelqu'un de très intéressant. D'après Madame McDonald, quand on est bloqué et qu'on ne sait pas quoi écrire, il suffit de penser à 3 détails honnêtes nous concernant. Elle dit que tout le monde est capable de penser à 3 détails, et qu'être honnête envers soi-même, c'est plus important que d'être honnête envers les autres. Alors voilà les 3 détails que j'ai choisi de partager avec toi. Ils sont tous vrais. 1. J'ai bientôt 10 ans. 2. Je n'ai pas d'amis. 3. Mes parents ne m'aiment pas. Le problème avec la vérité, c'est que c'est nul. Ma mamie est morte du cancer. Nous nous sommes installés chez elle quand elle est tombée malade, ce qui ne l'a pas aidée à aller mieux. Elle avait 62 ans. Ce qui paraît vieux, mais d'après maman, c'était plutôt jeune pour mourir.
Je passais beaucoup de temps avec mamie. Elle m'emmenait toujours dans des endroits chouettes et m'écoutait. Même si elle n'avait jamais beaucoup d'argent, elle m'a offert ce journal à Noël l'an dernier. Elle pensait qu'écrire ce que je ressentais pourrait m'aider à mieux gérer les événements. C'était il y a près d'1 an, et maintenant, je regrette de ne pas l'avoir écoutée. J'aurais dû écrire tout ce qu'elle disait, parce que j'ai déjà commencé à l'oublier. Je crois que mes parents m'aimaient autrefois, mais je les ai déçus si souvent que l'amour s'est effacé. Ils ne s'aiment même pas l'un l'autre. Ils se disputent et se crient dessus constamment. Ils ont plusieurs sujets de dispute, mais le principal, c'est tout l'argent que nous n'avons pas. Ils se disputent aussi à mon sujet. Ils étaient si bruyants une fois que nos anciens voisins ont appelé la police. Maman a dit que c'était la honte, et quand la police est partie, la dispute a redoublé. Nous avons déménagé depuis, alors d'après elle, ça n'a plus d'importance. Et puis les gens feraient mieux de s'occuper de leurs affaires. Elle a dit qu'en nous installant ici, nous allions prendre un nouveau départ. Ça ne te plairait pas de te faire de nouveaux amis ? Elle a demandé. Elle n'a pas remarqué que je n'en ai même pas des vieux. Avant, je me faisais des copains à chaque nouveau déménagement. Mais comme ça me rendait toujours très triste de devoir leur dire adieu, je ne me fatigue plus aujourd'hui. Je n'en ai pas besoin de toute façon. Quand on m'invite à un anniversaire, je refuse poliment en disant que je n'ai pas le droit, même si ce n'est pas vrai. Je jette les invitations à la poubelle sans prendre la peine de les montrer à maman. Le problème, quand on va chez les autres, c'est qu'après ils veulent venir chez vous. Mamie disait toujours que les livres faisaient de meilleurs amis que les gens de toute façon. Si on leur donne leur chance, les livres sont un moyen d'évasion, disait-elle toujours, et je crois qu'elle avait raison. Après la mort de mamie, nous étions censés redécorer la maison, et nous n'avons rien fait. Je dors dans le lit où mamie s'est endormie un jour pour ne jamais se réveiller. Maman a dit que je pouvais en avoir un neuf, mais j'en ai pas envie. Pas encore. Parfois, j'ai l'impression de pouvoir sentir son odeur, ce qui est idiot parce que les draps ont été lavés des tas de fois et qu'on les a changés de toute façon. Il y a un autre lit dans ma chambre. C'était celui de papy qui n'est pas mort ici, mais dans un foyer qui n'était pas le sien. Je n'entends plus rien, ce qui veut dire qu'ils ont cessé de se disputer pour l'instant. Ce qui va se passer maintenant, c'est que papa va ouvrir une bouteille de vin rouge et s'en servir à un grand verre. Pendant ce temps, maman va sortir quelque chose du congélateur pour le dîner et se préparer une boisson qui ressemble à de l'eau, mais qui n'en est pas. Quand je serai grande, je ne boirai jamais d'alcool. Je n'aime pas ce que ça fait aux gens. Nous allons manger nos lasagnes congelées en silence un moment avant que l'un d'eux se souvienne de m'interroger sur mon premier jour d'école. Je leur dirai que ça s'est bien passé. Parlerai un peu des profs et de mes cours, tandis qu'ils feront semblant de m'écouter. Dès que papa aura fini de manger, il emportera ce qui reste du vin dans son bureau. Avant, c'était l'atelier de couture de mamie. Papa l'a rebaptisé, même s'il n'y va pas pour travailler, mais pour regarder la petite télé. Maman fera la vaisselle et je m'installerai dans le salon pour regarder la télé, grand écran, jusqu'à ce qu'il soit l'heure d'aller me coucher. Et puis, à 21h, maman me dira de monter. Elle met le réveil pour ne pas oublier de le faire. Une fois que je serai couchée et qu'ils me croiront endormie, ils reprendront leur dispute. Mamie me chantait une chanson pour m'aider à m'endormir quand j'étais petite. Les roues de l'autobus tournent, tournent. Je ne l'aimais pas au début. Mais maintenant, il m'arrive de la fredonner pour couvrir les cris de papa et les sanglots de maman. Voilà à quoi ressemble ma vie. Je t'avais bien dit qu'elle n'était pas aussi passionnante que celle d'Anne Frank. Aujourd'hui, mardi 27 décembre 2016. La pluie tombe dru. On dirait qu'une armée d'ongles minuscules pianote sans relâche sur la vitre et tente de me tirer de ce sommeil sans fond. Dans mon imagination, dès qu'une goutte cinglante échoue à rompre le charme, elle devient larme qui coule contre le carreau. Il doit faire nuit. C'est plus calme que d'habitude. J'imagine pouvoir me lever, marcher vers la fenêtre et tendre la main dehors pour sentir la pluie sur ma peau et contempler le ciel nocturne. J'en meurs d'envie et je me demande si je reverrai jamais les étoiles.
Nous sommes tous faits de chair et d'étoiles et devenons poussière au bout du compte. Mieux vaut briller tant que c'est possible. J'ai beau être seule, la voix de Paul résonne dans ma tête. « Accroche-toi !» Je fais de mon mieux, seulement les choses m'échappent, se dérobent. Je ne comprends pas pourquoi Claire et Paul se sont disputés. Ils se sont toujours bien entendus. Bien qu'elle soit plus jeune que moi, ma sœur a toujours eu une longueur d'avance. Il paraît que nous nous ressemblons. Or, c'est une blonde magnifique dont je suis l'imitatrice brune sans grand talent. Elle est la fille revue et corrigée que mes parents ont toujours désirée. Ils la trouvaient parfaite. Moi aussi au début. Le problème, c'est que dès son arrivée dans notre famille, on m'a oubliée. Ils ne l'ont jamais connue comme je la connais, n'ont jamais vu ce que j'ai vu. Je me sens sombrer dans l'inconscience, je lutte aussi longtemps que possible, et la porte s'ouvre au moment où je suis sur le point de capituler. Je sais que c'est elle. Claire a toujours porté le même parfum que notre mère. Elle tient à ses petites habitudes. Et elle a toujours la main trop lourde. Un subtil effluve d'assouplissant flotte jusqu'à moi, alors qu'elle fait le tour de la chambre à pas lents. Elle doit porter une tenue cintrée et féminine, bien trop serrée pour moi. Ses petits talons claquent contre le sol. Que regarde-t-elle ? Elle prend son temps. Elle est seule. Elle tire une chaise et s'installe à mon chevet, à son tour de me faire la lecture en silence. Les pages tournent de temps à autre. Elle avait prévu le coup. Ses mains manicurées doivent serrer le livre posé sur ses genoux. Gardienne spectrale d'une bibliothèque stérile, je condamne au silence tous ceux qui y pénètrent. Chut ! Claire lit vite. Aussi, quand elle tarde à tourner les pages, je sais qu'elle fait semblant. Elle est douée pour ça. Si seulement nos parents étaient là, dit-elle. Je suis heureuse qu'ils ne le soient pas. C'est pour elle qu'elle dit ça, pas pour moi. Ils penseraient sûrement que je suis responsable de ce qui m'arrive, comme d'habitude. Je l'entends poser le livre qu'elle feignait de lire et s'approcher du lit. De plus en plus sonores, mes pensées me forcent à les écouter. Mais elles tourbillonnent et se télescopent tant et si bien dans ma tête qu'il m'est impossible de me concentrer sur l'une d'elles assez longtemps pour en saisir le sens. Le visage de Claire est désormais si proche du mien que je sens sur ma langue son haleine caféinée. « Te reste des éclats de verre dans les cheveux », chuchote-t-elle. Dès que ces paroles atteignent mes oreilles, je me sens propulsée en arrière. J'ai l'impression de traverser à reculons un très long tunnel sombre. Je me retrouve assise sur la cime d'un arbre mort. En baissant les yeux, je m'aperçois que je porte encore ma blouse d'hôpital. Je reconnais la rue en contrebas. Je vis près d'ici. Je ne suis pas loin de chez moi. Bien que l'orage gronde au loin et qu'une odeur de brûlé flotte dans l'air, je n'ai pas peur. Je tends la main pour sentir la pluie qui s'est mise à tomber. Pourtant, mes mains demeurent parfaitement sèches. Tout est d'un noir profond, sauf une infime lueur à l'horizon. Sa vue me remplit d'une joie intense, jusqu'à ce que je m'aperçoive qu'il ne s'agit pas d'une étoile, mais du phare d'une voiture. Un deuxième s'allume. Le vent se lève, et je vois un véhicule rouler vers moi à trop vive allure. Dans la rue, une fillette vêtue d'une robe de chambre rose en pilou se tient au milieu de la route. Elle chante. Les étoiles dans le ciel. Elle tourne la tête vers moi. Brille, brille, comme elles sont belles. Elle se trompe de parole. Une à une, elles s'éteignent. Je lui crie de s'écarter de la voiture, désormais toute proche. C'est pas les médocs, tu deviens dingue. Je remarque alors qu'elle n'a pas de visage. La voiture fait une embardée pour l'éviter, dérape et s'encastre dans l'arbre où je suis assise. La violence du choc manque de me déloger de mon perchoir. « Accroche-toi !» m'encourage une voix lointaine. Sous mes pieds, le temps a ralenti. La petite fille est prise d'un fou rire, alors que, horrifiée, je vois une femme traverser le pare-brise. Elle fait un vol plané, drapé de milliers d'éclats de verre. Son corps heurte violemment la chaussée. La fillette ne rit plus. Elle porte l'index à ses lèvres fantômes. Chut ! Je jette un coup d'œil au corps de la femme. Je sais que c'est moi,
mais refuse d'en voir davantage. Je ferme les yeux. Seule la radio qui continue à diffuser des chants de Noël à l'intérieur de la carcasse de tôle froissée vient rompre le silence. La musique cède brutalement la place à la voix de Madeleine, qui s'élève sur le grésillement des ondes. Assise sur ma branche, j'ai beau plaquer mes mains sur mes oreilles, je continue à l'entendre suriner les mêmes mots. Bonjour et bienvenue dans Coffee Morning. Rien n'arrive jamais par hasard. Sa voix enfle, mes hurlements ne peuvent la couvrir. Une porte s'ouvre et je me retrouve dans mon lit d'hôpital. Me revoilà, annonce Paul. Je vois, répond Claire. Pour continuer à écouter gratuitement ce livre audio, cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Vous pourrez choisir le livre que vous souhaitez et l'écouter gratuitement grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.